Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Joël Milquet. Bonjour. Donc vous êtes ministre de l'Éducation et de la Culture au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes également conseillère communale CDH à la ville de Bruxelles. On va parler abondamment d'abord de l'éducation. C'est quoi votre définition de l'excellence? La définition de l'excellence, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui travaillent dans le monde de l'enseignement, ça commence par les gouvernants, les administrations, mais c'est surtout évidemment les enseignants, les directeurs, c'est aussi les élèves, les performants, c'est aussi les parents, c'est en fait l'ensemble de ceux qui participent à l'offre d'enseignement, se déploient au meilleur d'eux-mêmes, donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'on fasse en sorte que les gosses et que nos jeunes puissent arriver à des niveaux de qualité renforcés, qu'on les accompagne mieux, que nous, politique, administration, nous fassions en sorte que nous misions beaucoup plus, qu'on donne plus d'autonomie, qu'on valorise et qu'on accompagne beaucoup plus les acteurs. Donc c'est tirer vers le haut. C'est tirer vers le haut, élever le niveau des élèves. Et c'est notamment faire en sorte que d'abord les élèves atteignent les objectifs. Vous savez que chez nous, on a un taux de redoublement qui reste vraiment supérieur à la moyenne, alors que ce n'est pas un gage d'efficacité. Ce n'est pas réduire les exigences, c'est les repréciser, voire peut-être même les augmenter sur certains aspects, mais faire en sorte que l'on mette des mécanismes, des bonnes pratiques et des accompagnements pour que l'élève y arrive. Ouais. Et ça, nous ne le faisons pas encore Alors assez. je vous pose cette question-là, parce que vous présentez aujourd'hui, vous lancez aujourd'hui un pacte pour l'excellence de l'enseignement. Enfin, ce sera officiellement lancé le 26 janvier. Oui, c'est juste. L'idée d'un pacte, c'est quoi? Ça veut dire que c'est en dialogue avec les enseignants? Ah, c'est en tout cas, c'est une démarche de qualité pour tout le monde. Donc c'est vraiment une démarche participative qui part du bas, vraiment, qui part des acteurs, de la vie des écoles. Ça veut dire que vous allez consulter? Ça veut dire que non seulement tous les acteurs de l'école sont impliqués dans le processus, ils travaillent et composent les groupes centraux. Ça veut dire qu'on invite aussi des acteurs qui ne sont pas de l'enseignement mais qui ont des choses à dire, parce que c'est le supérieur, parce que c'est les scientifiques, parce que c'est les gens de la société, le secteur culturel, etc. Et puis surtout que nous faisons tout le processus avec énormément de concertation par ailleurs, mais dans un cadre qui est professionnel et quand même bien ciblé, parce qu'on sait qu'on veut vraiment cibler la démarche de qualité, mais on le fait avec on ouvrira aussi un site ouvert où tous les enseignants pourront venir répondre à des questions bien précises. Donc aujourd'hui, enfin 26 janvier, on lance le processus. Non, donc on moi j'ai juste expliqué quels étaient les grands objectifs de ce processus que nous lançons fin janvier. Le pacte, c'est vraiment de l'avoir en avril 2016, c'est ça l'objectif, hein? Oui, mais c'est un processus en fait continu. Ouais. C'est vraiment une démarche de qualité pour l'avenir. Est-ce que c'est une réforme de plus pour l'enseignement? Non, justement. Ce n'est pas une réforme de plus qui tombe d'en haut, ponctuelle, et puis ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre feuille de route cachée dans un classeur quelque part que vous allez ressortir dans quelques semaines? Uniquement révision décrétale, non. C'est vraiment lancer toute une démarche de qualité, d'évaluation, d'objectifs, où pour la première fois nous travaillons... Ça veut dire que vous êtes ouverte aux idées des autres? Bien sûr, puisque tout le monde compose. Donc nous mettons simplement, comment dire, les propositions de thèmes, les méthodes, nous mettons les objectifs clairs, et on sait qu'on devra aborder toute une série de thèmes que j'ai bien mis dans les propositions de notes, mais après, le contenu, ce qui en sortira, évidemment, dépendra de la concertation. Ouais. Mais c'est un mécanisme, moi je ne veux pas quelque chose qui prend 20 ans. Hein. Donc on doit aussi travailler. Donc il y aura des mises en œuvre continues. Donc on ne va pas attendre 2 ans pour travailler. Donc au fur et à mesure des consensus. Alors, il y a 4 grands thèmes, on ne va pas tous les détailler, mais je voudrais avoir quelques précisions concrètes si on peut les donner, puisque tout ça est soumis à la concertation, on a compris. Est-ce qu'il va falloir réformer la formation des enseignants? C'est partie des choses dont on peut discuter, changer le contenu de leurs études, la durée de leurs études? Alors je pense qu'il y a évidemment, mais ça c'est la compétence de Jean-Claude Marcot, la formation initiale des enseignants, avec des propositions de réforme qui sont de toute façon dans la déclaration de politique communautaire. Mais moi, le plus important dans mes compétences, c'est que nous avons des enseignants, en fait, qu'on laisse beaucoup trop seuls, à qui on ne donne pas assez d'autonomie, mais à qui on ne donne pas non plus nous-mêmes suffisamment d'outils, d'accompagnement, de conseils pédagogiques, de généralisation ou d'accès aux bonnes pratiques qui permettent à d'autres, par exemple, de justement améliorer les compétences des élèves. Et donc nous allons, et la formation continue notamment, qui doit être meilleure, donc, plus ciblée, avec une offre complémentaire. Ça veut dire qu'on arrête les inspections et on remplace par des audits et du coaching d'enseignants, c'est ça l'idée? En tout cas, moi je pense qu'il faut arrêter une vision sanctionnante de l'inspection. Bien sûr qu'on doit respecter des règles, mais il faut faire évoluer l'inspection vers de l'accompagnement de qualité et d'évaluation. Si on voit que 2 établissements à population socio-économique identique
ont des résultats vraiment très différents. Certains progressent, d'autres pas. Mais on voit, tiens, pourquoi il y a des bonnes pratiques. Ça veut dire qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais au lieu d'aller avec le bâton, dire oh là là, vous ne vous en sortez pas, non, c'est de voir positivement, avec bienveillance, en mettant du conseil pédagogique une meilleure formation, comment est-ce qu'on améliore les résultats des élèves, est-ce qu'il ne faut pas faire des bonnes pratiques comme le font certains autres établissements, etc. Donc on va vraiment travailler au niveau micro, sur le terrain, pour accompagner les. Donc ça, c'est ce qui va changer pour les enseignants. Mais c'est vraiment. Qu'est-ce qui va changer pour les élèves, dans l'idéal? L'idéal, c'est que nous voulons que nos élèves, en fait, réussissent mieux et maîtrisent mieux les savoirs, que l'on adapte aussi les savoirs et les compétences à ce nouveau siècle qui est quand même très différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'enseignement avec des tablettes, des technologies numériques? Oui, d'abord intégrer la révolution numérique. C'est pas tout faire nécessairement dans les tablettes, mais c'est un moment dans la pédagogie, intégrer le numérique. On a des logiques de maths inversées, des logiques, comme on a dit, inversées, qui permettent aussi de préparer des cours parfois par Internet et de poser plus les questions et d'être plus dans l'expérimentation. Et on aura les moyens de faire tout ça, de mettre l'Internet dans les écoles, d'offrir des tablettes aux élèves? C'est un processus qui doit dépasser la législature, mais qui est un processus avec objectif, avec évaluation, qui est ambitieux, qui est rigoureux, avec des experts internationaux, avec des experts belges, avec la consultante, avec surtout les acteurs. Et je crois que c'est un projet qui est optimiste et positif, qui leur dit, vous faites un boulot formidable. Moi, je trouve qu'on a vraiment des enseignants et des directeurs d'école qui sont là, qui ont un rôle majeur, qu'on doit beaucoup plus aider et valoriser. Est-ce qu'avec le pacte pour l'excellence, on pourra toucher au parcours des élèves et par exemple au grand moment d'orientation? Est-ce que ce sera le tronc commun jusqu'à la 3e secondaire? Ou est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va mettre un baccalauréat comme les Français? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on voit que notre parcours d'élèves, d'abord, il faut beaucoup mieux le préparer. Et ça commence même avant la maternelle. C'est pour ça que, comme j'ai la petite enfance, on doit aussi travailler parce que toute la maîtrise de la langue et la maîtrise d'une série de choses avant 6 ans est essentielle. Et en fait, on voit qu'on rate les transitions souvent. Il y a des problèmes pour même passer de maternelle en primaire. Il y en a qu'on retient, parfois exagérément. De primaire à secondaire, de secondaire à supérieur. Ces moments charnières ne sont pas assez préparés. On doit avoir un trajet plus harmonieux et donc le travailler avec une logique de tronc commun, travailler beaucoup plus en partenariat, décloisonner les équipes. On gardera des redoublements ou on va supprimer les redoublements? Mais la logique, en fait, c'est de dire l'objectif, c'est la réussite de l'élève et le redoublement, pour beaucoup dans le monde francophone comme d'ailleurs en France, on pense que le redoublement, c'est un gage de qualité. Le redoublement, c'est un échec pour tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il faut réduire les exigences, que du contraire. Il faut peut-être même les préciser et pour certains aspects, les augmenter, notamment dans le qualifiant. Mais donc, on arrête le redoublement ou on le laisse pour certains cas? On doit simplement avoir des objectifs visant à dire que nous devons mettre des stratégies beaucoup plus fortes en bonne pratique pour que le taux de réussite augmente. Mais donc, le redoublement restera possible? Mais oui, on ne va pas interdire, Juste mais il faut changer la mentalité par rapport rapides. à cela. Dans la précédente législature, on a beaucoup parlé de l'organisation par bassin géographique. Est-ce que vous allez reprendre cette idée? Bien sûr. Donc, et est-ce que les profs pourront passer d'un réseau à un autre? On est au XXIe siècle, il faut qu'on ait de la mobilité entre enseignants et qu'on développe beaucoup plus une logique par zone, par bassin, donc par exemple à Bruxelles, qu'on puisse de manière beaucoup plus claire entre toutes les écoles de tous les réseaux, voir comment on harmonise et on rend l'offre scolaire plus cohérente. Pas besoin d'avoir les mêmes options partout dans les mêmes rues, avec parfois des mauvaises allocations de ressources et des absences d'économie d'échelle et des choses qui manquent. Donc on doit se concerter, on doit, au niveau de la zone de Bruxelles, et du bassin, travailler avec les entreprises pour avoir beaucoup plus de stages dans le qualifiant, beaucoup plus d'immersion dans les entreprises. Vous aurez des moyens supplémentaires pour faire tout ça, Joël Mulquet, ou pas? Alors, c'est surtout une démarche de qualité. La démarche de qualité ne demande pas nécessairement des surfinancements. Mais par contre, il y aura besoin de financement complémentaire et nous le prendrons dans l'optimalisation du système. Parce qu'on a un système. Ça veut dire que ce sera dans votre enveloppe qu'on va faire des transferts et qu'on va trouver des marges. On a plus de 5 Est-ce que ça ne veut pas dire que c'était pas si bien géré que ça, l'enseignement, quand c'était Marie-Martine Schintz ou Marie-Dominique Simonet? On est dans un problème d'une longue histoire. Notre système est hérité du passé et il est bien plus complexe que d'autres pour des raisons historiques, religieuses et autres. Nous devons l'optimaliser. Il y a des gabegies, parfois, pas des gabegies, mais des mauvaises organisations. Si, par exemple, vous fédérez tous les établissements pour avoir un seul contrat central d'achat en termes d'une série de services, que l'énergie, des manuels scolaires ou du matériel informatique et que ça vous permet d'avoir des réductions de 30%. Mais vous voyez les marges que les établissements peuvent dégager pour investir dans de la remédiation immédiate pour les élèves après l'école, puisqu'on a un problème de maîtrise des devoirs, etc., d'encadrement parfois familial, pour avoir plus d'heures pour que les enseignants travaillent en équipe, ce qui rend beaucoup plus efficace notamment les apprentissages,
Voilà des tas de choses que nous pouvons faire. Alors, toute dernière question à la ministre, avant qu'on aborde le reste de l'actualité. La culture, est-ce qu'il y aura des économies également à faire, et notamment le milieu du théâtre qui est inquiet? Vous pouvez les rassurer? Je ne pense pas qu'ils sont très inquiets parce que j'ai vraiment limité largement les économies qu'on nous avait imposées. Il n'y a que 1% uniquement dans les contrats cadres. On a réinvesti par contre dans le soutien à la création, pas d'économie, et dans notamment tout ce qui relève de culture école. Donc je pense qu'on les a vraiment protégés. Donc on doit prendre des décisions sur les prochains contrats programmes. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais des réponses très courtes, peut-être par oui ou par non, si c'est possible, pour le reste de l'actualité. Vous êtes conseillère communale à Bruxelles. Des jeunes qui ont attaqué le commissariat à Laken, hier soir, vous leur dites quoi? Je leur dis que ce n'est pas des pratiques. Alors s'il y a un problème et qu'il y a pu peut-être, je n'en sais rien, puisque c'est ce qu'on dit, avoir un problème avec un jeune qui aurait été maltraité, qui est blessé, et qui apparemment a perdu une jambe, etc., voilà, il faut alors aborder le sujet. Et s'il y a eu des mauvais comportements policiers... Est-ce qu'il y a un problème de violence à la police de Bruxelles? C'est pas pour autant qu'il faut aller envoyer des cocktails Molotov, ce qui est inadmissible. Est-ce qu'il y a parfois des comportements violents à la police de Bruxelles? En fait, il y a de part et d'autre des problèmes. De temps en temps, vous avez certains dérapages au niveau policier, voilà, qui ne sont pas acceptables, mais qui sont ciblés. Et par ailleurs, vous avez de la violence à l'égard des policiers qui ne va pas non plus. Dans les deux cas, avec exactement la même énergie, nous devons dire non. On doit avoir du respect. Et le respect, c'est ne jamais utiliser la violence de part et d'autre. Alors, les départs en Syrie, la lutte contre le radicalisme, Charles Michel qui lance un conseil de sécurité, ce sera plus efficace que votre task force Syrie? Ça me fait beaucoup rire parce que le Conseil national de sécurité, c'est une idée à moi. Et je l'ai fait dans les faits puisque tous les mois... C'est Joël, le fameux hashtag. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que je n'aime pas les mensonges en politique. Et quand je l'ai déposé à ce moment-là, les libéraux n'ont pas voulu, mais nous l'avons fait dans les faits avec Annemie Turtelbaum, puisque ce conseil se faisait tous les mois avec tous les services de sécurité et que nous avons fait la lutte contre le terrorisme de cette manière. Et que par ailleurs, nous avons fait une task force Syrie toutes les semaines, alors que le gouvernement ne l'a même pas réunie, sauf une fois. Donc non, il n'y a rien de neuf, c'est un changement de nom. Elio Di Rupo qui affirme que la limitation dans le temps des allocations de chômage, c'était une demande des libéraux. Oui, exact ou pas exact? Oui, c'était une exigence du VLD. Ouais. C'était un pas de porte pour la constitution d'un gouvernement après 500 crises. Ça veut dire que ni le CDH, ni le CDNV, ni le PS qui étaient dans le gouvernement à l'époque n'ont pu s'y opposer? Non, nous, ce n'était pas du tout ce que nous voulions. Il faut savoir qu'au départ, le VLD exigeait simplement la limitation dans le temps de toutes les allocations de chômage. Nous nous sommes opposés à cela. Nous avons gagné. Et puis, ils voulaient cette limitation des allocations d'insertion tout de suite. Nous avons essayé d'amender, gagner 3 ans, de faire des choses plus positives pour les chefs de ménage. Mais in fine, on a dû faire un gouvernement avec 6 partis, après 500 jours de crise, et ça a été une des conditions, mais ce n'était pas ce que nous voulions, c'est clair, ni le PS ni nous. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, justement, c'est Elio Di Rupo, le président du Parti Socialiste, qui sera notre invité à demain.